Bonjour, bienvenue dans ce direct. Alors, donc aujourd'hui, on va un peu parler du droit des obligations. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que le fascicule de préparation donc aux entretiens d'embauche est toujours disponible. Donc, dans cette version A4, comment bien préparer et réussir son entretien d'embauche. Et petite version. Donc voilà. Donc je vous rappelle que l'Institut Panavic Learning School est un institut digital, donc juridique entièrement digitalisé. Donc il vous propose de l'accompagnement, notamment des tutorats en droit, comment faire des fiches, comment faire des plans de cours, comment lire, comment réviser, comment par exemple se familiariser avec le code civil. Voilà, c'est quoi la différence entre les articles qui commencent par L ou qui commencent par R, etc. Donc, tous ces services sont proposés par l'Institut Panavic Learning School. Et vous pouvez aussi vous faire accompagner, par exemple, pour vous remettre à niveau en français, notamment au niveau du vocabulaire, de la grammaire, de la conjugaison, etc. Et vous pouvez aussi vous faire accompagner pour la préparation des soutenances orales, même faire corriger vos mémoires, et puis pour être prêt justement le jour de votre soutenance. Donc voilà, si vous avez vraiment besoin d'informations, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page, vous y trouverez nos coordonnées et vous pouvez nous contacter par le canal qui vous intéresse. Alors, donc, comme je disais, aujourd'hui, on va parler du droit des obligations. Alors, qu'est-ce que c'est que le droit des obligations? Donc, aujourd'hui, nous allons être accompagnés du code rouge, donc le code civil, dont on va se servir pour quelques articles, parce que comme je vous l'ai dit, en droit, la plupart des notions sont basées sur des articles tirés des différents codes selon les différents domaines. Donc là aujourd'hui on va beaucoup s'appuyer sur le code civil, bon, principalement pour quelques articles. Après, au fur et à mesure qu'on avancera dans les cours, on verra comment s'en servir correctement. Donc un contrat peut être défini comme un accord de volonté entre deux ou plusieurs parties qui les lient juridiquement. Donc cela signifie que cet accord est un accord de volonté. Donc cet accord de volonté, il crée à la charge de chacune de ces personnes en fait des obligations juridiques, d'où le thème de la vidéo, le droit des obligations. Donc si ces obligations juridiques ne sont pas respectées, leur non-respect va entraîner des sanctions de la part du juge. Et ces sanctions peuvent même être soutenues par l'action de la force publique. Donc, ce recours ultime à la force publique distingue ces obligations juridiques des autres obligations, en fait, qui ne sont pas sanctionnées. Dans ce dernier cas, lorsque ce sont juste de simples obligations, on parle d'engagement d'honneur ou d'obligations naturelles. Donc, concrètement, le droit des obligations est lié à la théorie générale des contrats. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va beaucoup utiliser le code civil aujourd'hui. Donc, si l'on part de l'article 1106, ici à gauche, donc de l'article 1106, je ne sais pas si ça se voit bien avec la lumière, hein. Oui, bon, en haut on a 1105, donc l'article 1106, il commence là, tout au fond. Donc de l'article 1106 à l'article 1111-1 du code civil, on dénombre pas moins de 14 types de contrats que nous allons simplement énumérer brièvement, et au fur et à mesure qu'on avancera,
on reviendra sur chaque type de contrat. Mais là, c'est juste cette partie-là que nous allons traiter aujourd'hui. Donc, alors, si l'on commence par l'article 106, on trouve le contrat synallagmatique. Donc, un contrat est dit synallagmatique. Donc, j'ouvre une parenthèse, hein, parce que j'aime bien quand les mots sont bien écrits. Synallagmatique, donc c'est bien S-Y-N-A 2-L-A-G-M-A-T-I-Q-U-E. Je referme la parenthèse. Donc, on commence avec les contrats synallagmatiques. Alors, un contrat est dit synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Donc, un contrat synallagmatique entraîne des engagements réciproques entre les personnes qui signent ce type de contrat. Ensuite, à l'alinéa 2 de cet article 1106, pardon, on retrouve aussi le contrat unilatéral. Donc, c'est lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres personnes sans qu'il y ait d'engagement réciproque. C'est-à-dire, une personne prend un engagement envers une autre personne. Donc, l'autre personne n'est pas tenue de rendre quelque chose, de donner quelque chose en retour de cet engagement-là. Donc, là, c'est un contrat unilatéral. Par exemple, quand on parle de prêt, un prêt, en général, c'est un contrat qui n'impose d'obligation qu'à l'emprunteur. Donc, celui qui emprunte l'argent a l'obligation de, l'argent ou la chose, hein, a l'obligation de rembourser la chose ou la somme. Donc, ce n'est pas un contrat synallagmatique, c'est-à-dire que l'engagement ne naît qu'à l'égard d'une seule personne. Et là, c'est une jurisprudence qui est née d'un arrêt de la chambre civile, de la première chambre civile de la Cour de cassation, qui date du 28 mars 1984. Donc, lorsque l'on fait un prêt à quelqu'un, cela n'est pas considéré comme un contrat synallagmatique, c'est-à-dire avec une obligation réciproque. C'est un contrat unilatéral. Donc, la personne qui emprunte a l'obligation de rendre la chose dans le délai déterminé. Ensuite, on peut citer aussi une convention par laquelle un bail est cédé en contrepartie d'un droit de passage. Là, par contre, on a un contrat synallagmatique parce qu'il y a deux obligations réciproques d'une part et de l'autre. Ensuite, à l'article, bon, là aussi c'est pareil, hein, c'est une décision qui a fait jurisprudence, hein, donc elle date de 1974 et a été rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Ensuite, à l'article 1107, donc on a deux types de contrats. On a un contrat conclu à titre onéreux. Donc, lorsqu'un contrat est conclu à titre onéreux, cela signifie que chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. Donc, un individu A reçoit un avantage et cet individu A rend un autre avantage à l'individu B, donc en contrepartie de cet avantage-là. Donc, la personne qui reçoit l'avantage en procure un autre à la personne qui lui procure, qui lui donne l'avantage. Bon, ce sera plus clair quand on avancera dans les cours, parce que là, c'est vraiment une introduction générale pour que les gens se familiarisent avec les termes. Ensuite, on a le contrat à titre gratuit. Donc, c'est lorsque on parle beaucoup de parties. Ce sont les personnes, en fait, qui prennent part au contrat. Hein. Quand on parle de parties, de contractants ou de co-contractants, ce sont des termes qui désignent les personnes qui signent le contrat. Donc, un contrat à titre gratuit, c'est lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. Par exemple, une donation, c'est un contrat à titre gratuit parce que un individu fait don à un autre individu sans forcément attendre en retour de recevoir une contrepartie. Ensuite, on arrive à l'article 1108. J'ouvre une parenthèse en fait. Le droit, c'est une matière très technique
qui n'admet pas vraiment d'erreur. La marge de manœuvre en droit est très limitée. C'est la raison pour laquelle, lorsque je fais les définitions, je donne des définitions, je donne des cours, je préfère citer les articles pour permettre à ceux qui regardent la vidéo, qui regarderont, de pouvoir vérifier par eux-mêmes et ainsi, peut-être pas de retenir les articles, mais de savoir que ce sont des mots, des termes qui existent, qui sont codifiés. Donc, ce ne sont pas des mots inventés ou qui ont un sens standard. D'où la citation de tous ces articles. Ensuite, on arrive à l'article 1108, comme je le disais, pardon, on trouve les contrats commutatifs. Donc, un contrat est dit commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage donc, qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. Donc, dans ce contrat-là, chacun donne à l'autre quelque chose. Et ces choses-là peuvent être considérées comme étant équivalentes. Ensuite, on a le contrat aléatoire. Donc, un contrat est dit aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, notamment par rapport aux avantages et aux pertes du contrat. Donc, les avantages et ou les pertes qui vont en résulter, en fait, ils font dépendre ces effets-là d'un événement incertain. C'est-à-dire que, de toute façon, on signe le contrat et on ne sait pas si on va gagner ou on va perdre. À ce moment-là, si on gagne, on partage les gains. Si on perd, ben, on perd tous les deux. Donc, c'est là un contrat aléatoire. Ensuite, on arrive à l'article 1109. Donc là, on a 3 contrats dans cet article. On a d'abord le contrat consensuel. Donc, le contrat consensuel, c'est lorsqu'un... En fait, un contrat consensuel se forme par le seul échange des consentements, quel qu'en soit le mode d'expression. Donc, à partir du moment où l'une des parties, les deux parties plutôt, les deux parties échangent un consentement, on est en présence d'un contrat consensuel. On peut par exemple dire le mariage, c'est un contrat consensuel dans la mesure où chacun des futurs époux donne son consentement à épouser l'autre. Ensuite, on a le contrat solennel. Donc, un contrat est dit solennel lorsque la validité de ce contrat est subordonnée à des formes qui sont déterminées par la loi. Par exemple, il est des contrats dont la rédaction doit répondre à des formes spécifiques, notamment en termes de disposition, de mots introductifs, de contenu, de forme, de début, de fin, de politesse, etc. Donc, ce sont des contrats dits solennels, c'est-à-dire que la loi a édicté des formes spécifiques, des règles spéciales concernant ce type de contrat. Ensuite, on a un contrat réel. Donc, le contrat réel, en fait, c'est un contrat dont la formation est subordonnée à la remise d'une chose. Par exemple, le contrat de prêt, c'est un contrat réel parce que dans ce contrat de prêt, il y a une remise d'argent. Ensuite, on arrive au contrat dit de gré à gré. Donc, un contrat de gré à gré, c'est un contrat dont les stipulations sont négociables entre les parties. Cela signifie que deux personnes se mettent ensemble, discutent du contenu d'un contrat pour trouver un certain équilibre. Donc, à ce moment-là, lorsque ce qui a été écrit dans le contrat a été négocié entre les parties, on parle d'un contrat de gré à gré. C'est souvent le cas lorsqu'il y a des négociations ou des travaux préalables. Donc, pour aujourd'hui, on va rester sur cette petite définition-là. Ensuite, on a les contrats d'adhésion. Donc, un contrat est dit d'adhésion lorsqu'il comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l'avance par l'une des parties. Donc, ce contrat, il comporte un déséquilibre significatif, notamment vis-à-vis de la personne qui signe le contrat, dont les clauses ont déjà été déterminées par la personne qui en est à l'origine. Par exemple, l'adhésion à un club de sport est un contrat
justement est un contrat d'adhésion. Lorsqu'on adhère à un club sportif, on ne peut pas négocier les clauses quant aux horaires, quant à la pratique, quant aux professeurs qui dispensent les cours. Donc, c'est un contrat d'adhésion. On adhère aux clauses qui sont déjà établies par le club ou l'association sportive. Donc, c'est ce qu'on appelle un contrat d'adhésion. Et à ce sujet, si vous avez déjà fait des inscriptions dans des clubs sportifs, etc., vous avez dû remarquer que toujours au bas de ces contrats-là, il y a toujours une mention lue et approuvée. C'était une mention qui n'avait juridiquement pas de valeur, dans la mesure où cela n'entraînait pas la responsabilité de la personne qui signait le contrat. Mais avec les contrats d'adhésion et la modification de certains articles du Code civil, cette mention lue et approuvée renaît de ses cendres et puis retrouve une certaine jeunesse. Donc, on reviendra dessus plus tard. On arrive ensuite au contrat cadre. Donc là, c'est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leur relation contractuelle future. Par la suite, des contrats d'application précisent les modalités d'exécution de ce contrat. Par exemple, les contrats de location, entretien, par exemple, d'installation téléphonique, ou alors la location-gérance d'une station-service. Donc, il y a un cadre général par rapport au gérant de cette station-service, et ensuite, les modalités d'exécution de la station-service sont définies ultérieurement dans un autre contrat. Donc, c'est ce qu'on appelle un contrat cadre. Donc, ça fixe juste le cadre, littéralement, de ce contrat, et ensuite, tout ce qui s'appliquera par la suite est déterminé ultérieurement en fonction des besoins. On arrive au contrat à exécution instantanée, comme son nom l'indique. C'est un contrat dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique, d'où l'exécution instantanée. Et on arrive aussi, ou je dirais enfin, dans cette série, au contrat à exécution successive. Donc, littéralement, c'est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécute en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Une exécution successive. Donc, grosso modo, pour introduire ce droit des obligations qui est lié à la théorie générale des contrats, donc, on a défini plutôt que le contrat, c'était un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, donc qui les engage juridiquement. Donc, c'est la raison pour laquelle on a cité les principaux types de contrats que l'on retrouve principalement dans le Code civil, à savoir le contrat synallagmatique, le contrat unilatéral, le contrat à titre onéreux, le contrat à titre gratuit, le contrat commutatif, le contrat aléatoire, le contrat consensuel, le contrat solennel, le contrat réel, le contrat de gré à gré, le contrat d'adhésion, le contrat cadre, le contrat exécution instantanée et le contrat à exécution successive. Voilà. Donc, à mon avis, ce sera suffisant pour aujourd'hui concernant l'introduction générale à la théorie des contrats ou au droit des obligations. Donc, par la suite, on pourra ou on reviendra pour parler justement de la nature de ces obligations juridiques. On va les classer, on va essayer de les expliquer, de les définir et puis de voir ce que ça recouvre. Donc, ce que ça engendre comme engagement. Et donc, on parlera aussi de la force obligatoire du contrat. Et on reviendra tranquillement sur la théorie générale du contrat. Donc, comment naît un contrat, comment se forme un contrat, qu'est-ce qui prédomine, qu'est-ce qui prédispose à la naissance d'un contrat. Donc, on verra aussi. On se posera la question de savoir si une promesse est un contrat. Donc tout ça
fera l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On reviendra sur la suite et puis sur les autres domaines du droit au fur et à mesure. Selon les disponibilités, on fera des petits cours sur chaque domaine principal du droit. Donc, n'hésitez pas à visiter notre page. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par mail à contact.panavicls tout attaché @gmail.com ou alors sur WhatsApp au 07 52 03 48 43. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Donc, juste pour rappeler que le manuel de préparation à l'entretien d'embauche est toujours disponible. Donc, en couleur, bien écrit, hein, moi j'aime bien. Avec des rubriques simples, notamment les grands axes standards de l'entretien d'embauche, les questions fréquemment posées, comment se présenter, par exemple, comment parler de ses expériences professionnelles, donc littéralement savoir se vendre, comment utiliser son CV, hein, s'appuyer sur son CV, parler de ses défauts surtout, et de ses qualités aussi, parler de la rémunération, donc du salaire, parler de ses engagements politiques ou syndicaux, de ses loisirs, de ses passions. Donc, et vous aurez beaucoup d'astuces sur ce qu'il faut faire avant l'entretien d'embauche, pendant l'entretien d'embauche et après l'entretien d'embauche. Il y a quelques petits tuyaux qui vous sont donnés à la fin, donc n'hésitez pas à faire un tour sur la page. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Bye bye.